Si un cabinet d'avocats dépense 10 000 € dans du référencement payant Google Ads, combien peut-il espérer gagner de chiffre d'affaires ensuite ? Et s'il dépense la même somme dans du référencement naturel, est-ce que c'est plus rentable ? Dans cette conférence de 1 heure, nous allons vous donner les chiffres de 2 cabinets d'avocats que nous avons accompagnés sur une longue période. Vous allez découvrir les bases essentielles du marketing juridique, les étapes de l'accompagnement, les résultats avant, après, les difficultés rencontrées, mais également les solutions apportées. Cependant, pour des questions de confidentialité, nous ne donnerons ni les noms des cabinets, ni les mots-clés précis sur lesquels ils se sont positionnés. Cette conférence d'1 heure est le fruit de notre collaboration avec SideQuest, la plateforme numéro 1 de formation pour les professionnels du droit. Si vous cherchez à développer un cabinet d'avocats, vous êtes exactement au bon endroit. Merci beaucoup et merci à SideQuest pour cette invitation. Aujourd'hui, on va parler de marketing juridique. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus précis que le marketing juridique. On va prendre un angle, une question qui nous est souvent posée. Cette question-là, c'est quel est le retour sur investissement réel du marketing que je peux mettre du coup dans mon cabinet. C'est vraiment quelque chose qui nous revient très souvent aux oreilles. Juste avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Kélian Laloé et pendant 3 ans, j'ai travaillé pour Google dans un établissement qui s'appelait Station F. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet établissement. C'est un grand campus de start-up où il y a à peu près 1000 startups, je crois un peu plus de 1000 startups. Et mon rôle à moi, c'était de les accompagner dans leur stratégie marketing et notamment sur le référencement naturel et le référencement payant. Bon, les absents toujours tort, donc on présentera Antoine après. Donc moi je suis Charlotte Ponce, je suis une juriste défroquée, donc ancienne juriste immobilier. Et depuis 4 ans, j'accompagne les startups, enfin plutôt les legal tech et les avocats dans leur stratégie de contenu. J'anime également un podcast sur l'innovation juridique et j'ai la chance incroyable aussi d'être la cofondatrice d'Andy. De Andy, exactement. On va revenir un petit peu après sur qu'est-ce que c'est que Andy. Sachez pour l'instant que le 3e cofondateur, c'est donc Antoine Varazo. Et donc lui, il nous vient directement d'une agence de pub au Luxembourg. Et il est chargé justement de toute la gestion technique de Andy. Alors, si on vous dit, on va commencer par cette simple question, si on vous dit marketing juridique, quelles sont les premières notions auxquelles vous pensez ? Site internet, ouais. Ok, quoi d'autre ? C'est vrai que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, le site internet. Pour reprendre un peu la définition... Eh bien, la définition, c'est moi, puisque je suis juriste et que j'aime les définitions juridiques par nature. Donc, on a une petite définition du marketing juridique. En fait, ce sont toutes les stratégies et les techniques utilisées par les cabinets d'avocats pour augmenter leur chiffre d'affaires. Mais on le sait tous, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Donc concrètement, le marketing juridique, pour vous, avocats, ça se décline en 4 étapes. On a l'acquisition, la conversion, mais on y reviendra hein, parce qu'on a fait une petite faute, mais c'est pas grave. La fidélisation et le bouche à oreille. Et l'idée, c'est de transformer le simple visiteur en prospect motivé, en prospect qualifié pour le transformer en client ultra fan de vous. Exactement. Cette définition-là, on la préfère à la définition, on va dire, textuelle, donc en gros de transformer cette définition en un plan d'action. On va revenir sur chacune des étapes, justement, de ce plan d'action pour définir une bonne stratégie de marketing juridique. Concrètement, la première étape, c'est l'acquisition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'acquisition ? L'acquisition, on va essayer de reprendre une analogie. Par exemple, imaginez que vous ayez une boutique sur les Champs-Élysées. L'acquisition, ça va être le nombre de personnes qui rentrent dans votre boutique par rapport au nombre de personnes qui passent devant. Concrètement, si je ramène ça à votre site, à votre activité d'avocat, c'est le nombre de personnes qui découvrent vos services et qui s'intéressent à vos services par rapport au nombre de personnes qui voient passer le nom de votre cabinet ou qui, d'une manière ou d'une autre, voient passer un de vos contenus. On va dire, ça peut être une carte de visite, ça peut être une conférence, ça peut être un site internet, etc. Donc, l'acquisition, concrètement, c'est combien de personnes découvrent les services de mon cabinet. On a ensuite la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la transformation. La transformation, c'est concrètement sur le nombre de personnes qui découvrent les services de mon cabinet, combien y en a-t-il qui vont prendre leur téléphone, m'appeler
Et à ce moment-là, sur ce nombre de personnes qui m'appellent, combien je vais réussir à en transformer en dossiers qui va du coup découler à l'augmentation de mon chiffre d'affaires. D'accord? Donc deuxième étape, c'est comment est-ce que j'arrive à transformer des prospects qualifiés concrètement en chiffre d'affaires. Alors, une fois l'étape 2 passée, donc c'est-à-dire que là, c'est à vous de faire le job, hein, je fais un petit complément, c'est que généralement, c'est un peu galvaudé de dire le marketing juridique, ça rapporte des clients. Non, ça rapporte des prospects qualifiés. Et donc, une fois que vous avez été très très fort pour convaincre votre prospect, pour le transformer en client, il y a l'étape de la fidélisation. Si tout s'est bien passé, normalement, le client, la relation client est normalement apaisée. Et surtout, c'est quelqu'un que vous pouvez travailler sur le long terme. Alors, c'est sûr, ça dépend vraiment des matières. Mais par exemple, un chef d'entreprise, vous pouvez le travailler sur le long terme. Bon, quelqu'un qui va divorcer, a priori, il ne va pas divorcer 50 fois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'étape de la fidélisation est souvent oubliée. Et surtout, c'est plus facile de revendre des prestations à un client qui vous connaît déjà que d'aller conquérir en fait encore de nouveaux prospects. Donc, je vais la faire courte. Concrètement, la fidélisation, c'est quoi? C'est envoyer les vœux de temps en temps. C'est animer par exemple aussi une newsletter mensuelle pour les actus juridiques. Et enfin, le bouche à oreille. Donc ça, c'est encore l'étape ultime. C'est quand votre client vous aime tellement qu'il va vous recommander. C'est la technique la plus vieille du monde, en fait, hein, tout simplement. Et quelqu'un qui est content de vous, ça peut devenir un ambassadeur, tout simplement. Donc, en marketing digital, ça se traduit comment? C'est demander tout simplement des avis à vos clients. Alors, je sais que les ordres ne sont pas forcément très fans du fait que vos clients laissent des témoignages sur votre site internet. En revanche, ce qui se fait et ce qui est accepté et acceptable et très recommandé de notre part, c'est que vos clients laissent des avis Google. Et plus vous avez d'avis Google, plus ça crée la confiance et plus ça facilite l'acquisition. En réalité, tout est lié. Aujourd'hui, on va voir une partie de ces 4 étapes qui définissent le marketing juridique. On va se concentrer donc, sur la première partie, donc, qui est l'acquisition. Ce qui est important de comprendre, c'est que le succès de l'acquisition, il va malgré tout dépendre des 3 autres étapes. Pourquoi? Eh bien parce qu'un cabinet d'avocats qui a déjà, numéro 1, un bon bouche à oreille, un cabinet d'avocats qui a déjà, numéro 2, une bonne fidélisation, et un cabinet d'avocats qui a déjà, numéro 3, une bonne transformation de toutes les personnes qui découvrent le cabinet en dossiers qui génèrent du chiffre d'affaires, là on est sur un terreau qui est hyper fertile pour mettre en place justement une acquisition. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on a obligatoirement besoin de ces 3 étapes pour commencer de l'acquisition. On a des cabinets qui vont miser on va dire, pleine balle sur l'acquisition dès le lancement de leur cabinet pour justement mettre en place au fur et à mesure cette transformation, cette fidélisation, puis à terme, ce bouche à oreille. Mais à noter que le succès de l'acquisition quand même dépend beaucoup des 3 autres étapes. Alors oui, comment ne pas faire de l'acquisition, hein? Vous êtes avocat, vous ne vendez pas du shampoing, il y a de la déontologie. Je pense que vous connaissez l'article 10 bien mieux que moi. Si ce n'est pas le cas, on va rappeler les don'ts, les choses à ne pas faire. Je pense que quand on est un avocat normalement constitué, on ne le fait pas, mais bon, on ne sait jamais. Le démarchage agressif, ça, c'est pas possible. Donc, harceler les gens au téléphone ou aller les démarcher en physique, ça n'est pas admis. On a la publicité comparative. Donc, je pense que critiquer ses confrères ou ses consoeurs, bon, c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est jamais une bonne idée d'une manière générale. Non, voilà, c'est pas quelque chose qu'on recommande. Les campagnes de SMS marketing, ça c'est pas possible non plus. La confusion dans le nom de domaine. Donc vous ne pouvez pas acheter par exemple avocat droit des affaires parce que en fait c'est un terme générique et en réalité vous ne pouvez pas être le Highlander d'une matière. Et bien évidemment, la monétisation d'espaces publicitaires sur les sites web d'avocats. Donc ça, bon, ça me semble évident, mais si vous êtes avocat et que votre cousin vend des pneus, vous ne pouvez pas faire la promotion des pneus sur votre site. Voilà. Donc tout ce qui sort de l'éthique de votre métier, finalement, vous l'oubliez.
Par contre, comment faire cette fois-ci de l'acquisition? Alors, il y a plusieurs, on va dire, mythes qui existent sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire de l'acquisition. Ce qu'on aimerait bien faire, justement, c'est un peu démystifier ce qui existe de ce qui est efficace. D'accord? Alors, effectivement, faire de l'acquisition en tant que cabinet d'avocats, ça peut vouloir dire faire des campagnes de mail. D'accord? Ça peut vouloir dire également utiliser des affiches traditionnelles. Ça peut également vouloir dire utiliser des publicités dans des magazines. On va dire ça, c'est pour les choses un peu les plus connues qui peuvent venir à l'esprit assez rapidement. Mais chez Andy, on trouve que ces méthodes d'acquisition, ça fait un peu trop à l'américaine, d'une part. Et en réalité, on s'est surtout rendu compte qu'il existait des outils aujourd'hui qui permettaient d'avoir de bien meilleurs résultats. Parmi les méthodes qu'on a détectées qui étaient efficaces, on a dans un premier temps les webinaires. Oui, alors les webinaires, oui. Donc les webinaires, notamment sur LinkedIn, c'est la possibilité effectivement surtout sur LinkedIn, de montrer votre expertise. Je pense que certains d'entre vous le font déjà, peut-être en B2B, voilà. Et c'est pas mal parce que plus le sujet est qualifié, plus votre cible sera elle-même qualifiée. Donc par exemple, si vous faites un sujet tel, je sais pas, la holding en immobilier, vous allez être sûr d'attirer des investisseurs et pas tout le monde, quoi. Ensuite, nous avons les podcasts. Donc ça, c'est un peu le levier à la mode, mais ça dépend vraiment de votre audience, si elle écoute ou pas des podcasts, bien évidemment. Et on a pris l'exemple de Victoire Avocat qui cartonne et qui est vraiment un média à part entière. Donc en plus, il y a des invités prestigieux et c'est un podcast qui est cité. Alors quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est génial, mais vous pouvez aussi animer des podcasts plus petits. Ça marche aussi. On a les réseaux sociaux qu'on a mis là puisque c'est quand même dans l'air du temps. Il y a beaucoup d'avocats quand même qui nous regardent même et qui ont un compte LinkedIn et voire Instagram. Voir TikTok aussi, effectivement. C'est très puissant sur TikTok. Oui, c'est vrai. Mais c'est bon, moi je suis peut-être un peu vieille, alors j'ai du mal à me mettre sur TikTok. C'est une question d'âge, je crois. Ouais, par contre, les réseaux sociaux, il faut une vraie stratégie derrière. C'est quand même chronophage. Il faut aimer ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est pas grave, il y a d'autres leviers. Et bien évidemment, je vais finir par mes deux chouchous, les deux chouchous d'Andy, le référencement payant et le référencement naturel. Et il y a peut-être déjà des questions, je ne sais pas, sur tout et n'importe quoi, je ne sais pas, il peut y avoir... Ouais, voilà, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions et même à partager vos bonnes pratiques. On est très nombreux à tester des choses en webinaire, très nombreux à tester des choses en podcast, sur les réseaux sociaux. Si vous avez des choses qui ont bien marché, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des choses qui ont beaucoup moins bien marché, n'hésitez pas à les partager. Nous, par exemple, SideQuest, on a eu des bons résultats récemment avec les webinaires sur LinkedIn. Et encore une fois, on parlait du fait qu'il faut que ce soit une stratégie, qu'il faut que ce soit un petit peu englobé dans quelque chose d'un peu plus large. On ne va pas sur LinkedIn ou TikTok ou ailleurs par hasard. On cherche où est sa cible et on s'inscrit dans une stratégie un peu plus large. Qu'est-ce qu'on veut en faire une fois qu'on a cette audience? Nous, par exemple, pour certaines formations qu'on a lancées en début d'année, on a fait des webinaires. On n'a pas fait beaucoup de pubs sur la formation, on a fait beaucoup de pubs sur les webinaires. Et sur ces webinaires, sur LinkedIn par exemple, pour une entreprise comme la nôtre, on peut choisir de récupérer tous les mails des personnes qui sont inscrites. Ce n'est pas une obligation, mais on peut choisir de paramétrer comme ça. Pour s'inscrire, il faut laisser un mail. Et du coup, quand on veut vendre un produit par la suite qui est en rapport avec ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir 300-400 personnes qui ont vu le webinaire. Quand on leur pousse cette formation, on va avoir déjà beaucoup plus de prospects qui sont un petit peu qualifiés. Alors qu'on a fait des webinaires comme ça, on avait 300 personnes, on a poussé des formations, on a quasiment vendu les 10-12 places en quelques jours. Alors qu'on a pu, par le passé, envoyer des mails à 60 000 personnes. Et on s'excuse auprès de personnes qui ont reçu beaucoup de mails de notre part au début de notre activité surtout, mais voilà. Mais on pouvait envoyer des mails, beaucoup de mails à beaucoup de personnes peu qualifiées et on avait un retour qui était extrêmement faible. Voilà. Donc il faut bien réfléchir à toutes ces choses-là et n'hésitez pas à partager ce que vous avez pu découvrir de votre côté. Merci, effectivement. Je pense que vraiment, on n'a pas mis ces méthodes-là par hasard. C'est vraiment avec l'expérience qu'on a pu voir que c'était des choses qui fonctionnaient. On parle justement du webinaire. Le webinaire,
c'est top parce que ça permet de venir qualifier, de se montrer, de montrer son expertise. Mais effectivement, ça doit s'inscrire dans une stratégie qui est globale. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler justement de webinaire, on ne va pas parler de podcast, on va plutôt se concentrer sur nous, ce qu'on préfère et ce qu'on a détecté qui était hyper efficace, c'est le référencement Google, donc des cabinets d'avocats. Et c'est là où j'en viens à présenter donc, ce qu'est Andy. Donc, Andy est une agence marketing qui est spécialisée uniquement sur le référencement Google des cabinets d'avocats. C'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait rien d'autre? Eh bien parce qu'on est vraiment intimement persuadé que c'est ce qui fonctionne le plus pour les cabinets d'avocats, d'une part. De deux, c'est ce qu'on fait le mieux. Donc on n'a pas envie de commencer à dire qu'on est 360 et qu'on peut s'improviser expert sur des webinaires ou qu'on peut s'improviser expert sur des podcasts. Nous, on sait vraiment ce qu'on fait. Moi, de par mes 3 ans chez Google, du coup, j'ai eu accès à des informations. Vraiment, c'est un sujet qu'on maîtrise intimement. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense que sans trop trembler, on peut dire qu'on est une des meilleures agences en France pour le référencement Google des cabinets d'avocats, si ce n'est la meilleure. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui... 2 cas d'études. Tout simplement, parce que c'est là où on va voir aussi le retour sur investissement. Et surtout, je rajouterais que le référencement, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire un calcul et savoir si c'est rentable. Donc, 2 cas pour ça. Un cas pratique, si je puis dire, sur le droit de la famille. Là, ce cabinet-là utilisait donc effectivement le référencement payant et comment on peut en faire de façon efficace. Et un autre exemple, où on va déconstruire pas mal de mythes d'ailleurs sur le référencement naturel. Et là, c'est un cabinet d'affaires parisien qui utilise le référencement naturel pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc c'est Kélian qui va présenter tout ça. Exactement. Donc en fait, ce que vous allez voir ici, on a vraiment essayé de rendre ça hyper concret et de donner des chiffres concrètement. Combien de visites ça a apporté, combien de leads qualifiés ça a apporté, combien de dossiers ça a généré. Donc ce que vous allez voir, c'est les étapes de l'accompagnement, les résultats avant, après. Vous allez voir également les difficultés qu'on a pu rencontrer et les solutions. Par contre, vous n'allez pas voir, et on ne va pas donner donc, les noms des cabinets dans un souci de confidentialité, également, on va dire, les mots-clés ciblés précis qu'ils utilisent, parce que bien évidemment, et vous allez le comprendre, ça fait partie de la stratégie, et ça fait partie en fait un peu des secrets de chaque cabinet. Bon, le référencement payant, qui peut expliquer ce que c'est? Est-ce que sur LinkedIn, les gens savent ce que c'est exactement? Le référencement payant, c'est quoi? C'est tout simplement les premiers résultats qu'on va voir apparaître sur le moteur de recherche Google, donc sur une page de recherche de résultats Google. Et on les reconnaît facilement parce que c'est indiqué sponsorisé. Donc tout ce qu'il y a d'indiqué en premier et où c'est indiqué sponsorisé, c'est du référencement payant Google Ads. Et sur le côté, non, aussi, des fois, il y a des... Est-ce qu'on est encore sur le côté? Ça, je crois que c'était il y a quelques années. Je crois que c'est plus le cas maintenant. Ok. Donc le référencement payant, c'est les premiers résultats. C'est vraiment, j'arrive tout en haut du moteur de recherche. Alors, le premier cas d'étude, c'est un cabinet d'avocats en droit de la famille. Au niveau typologie, c'est un petit cabinet, mais il y a quand même 3 collaborateurs. Spécialisé en divorce et succession, donc il y a quand même beaucoup de cabinets sur le créneau. Et ils ont dépensé environ sur 2 ans 250 € par mois, soit environ 5 000 €, ce qui fait quand même une belle somme. Alors, est-ce que vraiment ça a marché? C'est un peu ça la question. Eh bien, non, ça n'a pas marché. Le cabinet gérait en interne la pub. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'algorithme derrière, vous allez avoir des appels non qualifiés, voire des appels un peu lunaires. Ouais. Et malheureusement, ce cabinet a perdu du temps en fait à traiter des appels pour dire « Ah bah non, on n'est pas qualifié pour prendre votre dossier. Bah non, nous, on ne fait pas ça. » Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir un conseiller Google au téléphone, mais ça reste un commercial et son but, c'est quand même de vous faire rester et de dépenser un peu plus d'argent. Donc, c'est quand même bien de se former ou de déléguer la chose. Effectivement. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Ils essayaient de gérer en interne avec ce commercial qu'ils appelaient, on va dire, une fois tous les 3 mois.
Donc, voilà, ils ont fait chou blanc. Ouais. Mais malgré tout, ils avaient des appels. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe malgré tout quand il y a une urgence, quand il y a un prospect un visiteur qui a vraiment une solution ciblée. Ça peut être une bonne solution. Mais par contre, il faut affiner. Donc effectivement, en fait, à la fin de la deuxième année, on reprend le compte Google Ads. Et donc, on a pu déjà, dans un premier temps, faire un audit. Donc, on va faire un état des lieux de concrètement, pendant ces 2 ans-là, si on établit une moyenne, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait 15 conversions par mois sur le logiciel Google Ads, parce que peut-être pour ceux qui ne maîtrisent pas, en fait, le Google Ads, c'est je vais venir choisir des mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner sur Google. D'accord ? Et donc, à chaque fois, je vais dépenser une somme d'argent à chaque fois qu'il y a un clic. OK ? Dans le logiciel, donc c'est un logiciel qu'on va utiliser, le logiciel Google Ads. Dans le logiciel Google Ads, il était indiqué une moyenne de 15 conversions par mois. Et ça veut un peu tout et rien dire. Qu'est-ce qu'une conversion ? Une conversion, c'est l'atteinte d'un objectif que l'on détermine. La problématique, c'est que le cabinet, étant donné qu'il gérait en interne ce référencement payant, il n'avait pas mis en place de bons objectifs. D'accord ? Il n'avait pas mis en place tout simplement les objectifs. Donc on se retrouvait avec quelque chose d'assez flou. 15 conversions par mois, ça veut un peu tout et rien dire. Ça peut dire 15 formulaires de contact par mois, mais ça peut également dire 15 appels. À ce moment-là, ça irait. Mais ça peut également dire 15 visites ou 15 clics. Et à ce moment-là, dépenser 250 € pour avoir 15 clics par mois, c'est pas terrible. Donc la première étape qu'on a fait, c'est déjà de se dire, OK, concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer le retour sur investissement de chaque clic que l'on va payer à Google ? Pour ça, on va utiliser une méthode. Cette méthode-là, ça s'appelle le tracking. Tracking, traquer, traceur, on trace les objectifs. OK ? Donc, première étape, on va déterminer quel est votre objectif. Est-ce que vous souhaitez que l'on trace, que l'objectif de ces campagnes publicitaires, ce soit des appels ? Est-ce que vous souhaitez que ce soit des formulaires de contact ? Ou alors, comme certains clients qu'on peut avoir, directement des prises de rendez-vous sur un calendrier style Calendly. Donc, première étape, on détermine les objectifs pour savoir le retour sur investissement réel. Deuxième étape, on va lister des mots-clés sur lesquels il pourrait être intéressant de se positionner. Et j'insiste bien sur le fait que c'est pourrait être intéressant. L'objectif ici, c'est de faire des hypothèses. Donc nous, avec notre petit outil, des outils qu'on utilise, on va faire une liste de mots-clés qu'on imagine intéressants pour le cabinet accompagné, donc selon son secteur, selon son positionnement, selon sa localisation. Le cabinet d'avocats va venir lui également nous donner une liste de mots-clés qu'il imagine intéressants. Et on va mettre tout ça, du coup, dans le logiciel Google Ads. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est de se dire qu'on va laisser tourner les publicités Google. Et au bout d'un moment, étant donné qu'il s'agit d'un algorithme et que l'algorithme de lui-même, il aime bien aller enchérir, c'est-à-dire aller cibler des synonymes, c'est un peu comme un mauvais adolescent qui en fait qu'à sa tête. Il va aller un petit peu dans des endroits où on ne lui a pas forcément nécessairement dit d'aller. Et parfois, ça donne des choses bien, parfois, ça donne des choses un peu moins bien. Ici, par exemple, on avait enchéri sur Avocat Divorce Toulouse. Il a été de lui-même il a trouvé lui-même que avocat droit familial, c'était également un mot-clé qui pouvait générer du chiffre d'affaires. Donc plutôt bien. Il a également trouvé que avocat divorce amiable, c'est un mot-clé qui était rentable. Par contre, à côté de ça, il a été enchérir sur accord franco-tunisien divorce. Il a été enchérir également sur aide divorce CAF et sur assistance sociale divorce. Notre rôle à nous, dans la troisième étape, c'est donc de venir faire le tri entre tous ces mots-clés-là. Et c'est, je pense, l'étape qu'il manquait au cabinet pendant ces 2 ans pour avoir de réels résultats. Et c'est ce qui faisait qu'il se retrouvait avec des appels qui étaient non qualifiés. Alors oui, je reviens un petit peu quand même sur le contenu. Donc les mots-clés, c'est vraiment la clé, hein, si je peux répéter encore ce mot-là. On va insister. Mais par contre, il y a une étape qui est vraiment oubliée par 98% des cabinets d'avocats. C'est clair. C'est la mise en place de landing page, de pages d'atterrissage dédiées. Donc ce qui se passe, c'est que les gens confondent souvent les deux. La landing page, donc on crée une annonce, une publicité. Quand on clique dessus, il faut vraiment atterrir sur une page d'atterrissage
vraiment dédié à cette publicité. Et pas sur le site. Parce qu'en fait, quelqu'un qui clique vraiment sur une annonce, c'est une personne qui a vraiment un besoin immédiat. Donc, quelle frustration de l'envoyer sur une page globale qui présente le fait que vous soyez, je sais pas, en droit des affaires, que vous fassiez du droit familial. Donc ça, c'est à exclure. La landing page, c'est soit on reste dessus, soit on part. Ça peut paraître contre-intuitif, mais nous, on a les chiffres. Plus vous faites ça, plus le taux de conversion augmente. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il faut une adéquation entre l'annonce et le message de la landing page. Donc, par exemple, si vous êtes un avocat en droit de la famille et que vous traitez du divorce, quand on atterrit sur la page, il faut qu'on parle du divorce, clairement. On ne va pas parler d'autre chose. Et surtout, évitez de parler de vous. Ne dites pas « je suis avocat en droit de la famille ». S'il est là, on se doute que vous êtes avocat en droit de la famille. Mais par contre, mettez ce qu'il peut obtenir avec vous. Vraiment, ça c'est un peu le copywriting, mais c'est essentiel. Et surtout, si ça n'était que ça serait bien simple. Mais on est en marketing et l'avantage c'est que tout se mesure. Et il faut surtout tester différentes versions. Et au fur et à mesure, on aura la version parfaite de la page d'atterrissage. Exactement. Elle peut paraître subtile, cette différence entre une page d'accueil et une page d'atterrissage qui est dédiée exclusivement aux publicités, on va dire au référencement payant. Mais pourtant, c'est souvent le résultat qui nous revient, c'est que généralement, on est sur du x5 en termes de résultats obtenus. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un dossier, vous en ouvrez 5. Donc, c'est quand même une importance qui est à signifier. Ok, alors, après la mise en place donc, de ces différentes méthodes, de ces différentes étapes, quels sont les résultats? Donc, avant, on avait un montant de 23,39 € par prospect semi-qualifié. Pourquoi est-ce que je dis semi-qualifié? Je dis semi-qualifié parce qu'on ne savait pas, vous rappeler réellement quels étaient les objectifs mis en place, quels étaient les objectifs indiqués à Google. Donc, on ne sait pas si c'était des clics, des visites et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est pour ça que je mets vraiment semi-qualifié, voire pas du tout qualifié. Donc, on était à 23 € par prospect semi-qualifié avant et une moyenne de 3 à 10 prospects semi-qualifiés par mois. Ok, ça, c'était géré par le cabinet. Après, on arrive à un montant de 10,90 € par prospect, cette fois-ci qualifié. Pardon, hein, j'ai mis semi-qualifié, mais pour le coup, ici, on a déterminé vraiment quels étaient les objectifs concrets du cabinet. Donc, c'est bien des prospects qualifiés. Et donc, on arrive à un montant total de 33 prospects qualifiés par mois. Et en termes d'ouverture de dossier, ces 33 prospects qualifiés, ça correspondait à peu près à du x4 en termes de retour sur investissement par rapport à avant. Parce que si sur ces 33 prospects qualifiés, on arrivait généralement pour ce cabinet-là à un montant de 3 nouveaux dossiers ouverts par mois. Alors, on a une petite question. Est-ce que potentiellement ça peut marcher avec toutes les matières? Alors déjà, je vais commencer. Alors, c'est une bonne question. Oui, alors la matière, je te la laisse. Par contre, il y a un petit point qui est essentiel, c'est que ça dépend en fait aussi de votre persona, c'est-à-dire votre prospect idéal. Nous, par retour d'expérience, on sait que pour les grands comptes, faire du SIA, franchement, ça ne fonctionne pas trop. Parce que les grands comptes… Du coup, de la pub. Oui, de la pub. Oui, voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne fonctionne pas forcément parce que les grands comptes choisissent souvent leur avocat par le bouche à oreille. Et donc, c'est quand même très rare que le SIA fonctionne. Effectivement, on a déjà eu le cas avec un cabinet accompagné. C'est que donc, lui, sa cible, c'était les entreprises du CAC 40. Bon, eh bien, quand on est directeur d'une entreprise du CAC 40, est-ce que vraiment on va aller sur Google pour choisir son entreprise, enfin son cabinet d'avocats? Je ne suis pas vraiment sûr. Je pense que c'est d'autres canaux d'acquisition qui sont mis en place. Ceci dit, donc, ce qui a été fait, et pour répondre à cette question-là, donc, comme le dit Charlotte, il y a certaines typologies de clients qui, par nature, vont pas utiliser Google pour trouver leur cabinet d'avocats. Ça, je pense que vous le savez un petit peu au fond de vous déjà. Par contre, et c'est ce qu'on a fait avec ce cabinet d'avocats, c'est qu'on a testé.
Parce qu'en fait, il ne faut pas mourir bête. Au bout d'un moment, on peut mettre en place justement des tests. Généralement, ces tests-là, ils s'effectuent sur 3-4 mois. Et sur 3-4 mois, on peut avoir une réponse qui est sûre, certaine. Vraiment, c'est validé, certifié. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, dans ce cas-là, on va vous dire intensifier sa présence. Ou alors, est-ce que ça ne marche pas? Et donc, ça ne sert à rien de davantage investir sur le sujet. Donc, voilà, pour répondre à cette question-là, ça dépend des cibles. Et en même temps, on peut avoir des bonnes surprises. Donc j'ai envie de dire c'est quelque chose à tester. Et puis on peut avoir des indicateurs aussi en termes de volume de recherche aussi. C'est sûr que voilà. Oui. Donc c'est un peu dur de répondre oui ou non à la question concernant les matières. Ouais. C'est à voir. Exactement. Ah oui, deuxième cas d'étude. Donc oui, on avance. Donc le référencement naturel, là, comme je disais, on va déconstruire pas mal de mythes. On a pris comme exemple un client qui a un cabinet d'affaires parisien. Voilà. J'ai envie de dire que c'est un cabinet d'affaires un peu classique. Hein. Il y a 6 collaborateurs, donc il y a bien plus gros comme cabinet. Bon, il y a de plus petits aussi. À l'origine, le cabinet avait juste un site internet, ce qui est quand même pas mal parce que c'est un élément de réassurance, surtout quand il y a du bouche à oreille. En revanche, pas de visite et pas de dossier généré via Internet, puisque avoir un site Internet ne suffit pas, il faut lui envoyer du trafic. Donc ça, c'est bien de le rappeler. On est sur des cas réels, hein? C'est des cas réels. Oui, ce sont des cas réels. Ouais. Donc, où se trouvent les résultats du référencement naturel? Donc, tout à l'heure, on a vu les résultats payants, d'accord? Donc, vous payez un budget au clic, donc vous pouvez déterminer un budget mensuel à Google Ads pour arriver en fait, selon votre budget sur tout en haut des pages de recherche sur certains mots-clés. Hein, donc je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais on était sur entre 250 à 500 euros par mois pour le cas d'étude d'avant. D'accord? Donc entre 250 à 500 euros par mois, il arrivait un certain nombre de fois en premier résultat ici. Et là maintenant, ce qu'on va parler, c'est le résultat naturel. Résultat naturel, c'est que vous apparaissez ici. Ouais. Peut-être préciser pour ceux à distance que le prix va dépendre aussi de la concurrence sur tel ou tel mot-clé. Effectivement. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors si on revient, effectivement, on fait un petit pas en arrière. Ces résultats-là, donc, on était sur, on va dire, à peu près 350 euros par mois. Ça va dépendre, ce prix-là, du niveau de concurrence de votre secteur et donc du nombre de confrères qui également utilisent la publicité Google Ads. Alors, c'est pas, dans tous les cas, vous allez pouvoir choisir le budget que vous souhaitez mettre mensuellement. Ce qui va varier, ça va être le nombre de clics que cela génère et le nombre de fois où vous apparaissez en première position. Donc attention à ne pas tomber dans le mythe de et combien ça coûte Google Ads. En réalité, vous pouvez commencer, vraiment pour être dans l'extrême, avec 10 euros par mois. C'est juste que potentiellement, si le clic coûte 1 euro, vous n'aurez que 10 clics par mois, donc vous apparaîtrez que 10 fois en premier résultat, imaginons, de la page de recherche par mois. Voilà pour la petite précision et merci de me l'avoir rappelé. Et donc, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à une autre famille de référencement, c'est le référencement naturel. Cette fois-ci, il n'y a pas de coût par clic. Donc, on ne va pas devoir payer Google à chaque fois qu'une personne clique sur mon annonce, donc sur mon site internet. Ce qu'il y a ici, en fait, ce sont des sites internet qui ont le privilège accordé par Google d'apparaître sur la première page des résultats. Et on parle bien d'un privilège. Pourquoi c'est un privilège? Parce qu'ils ne payent pas ces gens-là. Vous pouvez cliquer des milliers de fois ici, ça ne va pas faire moins 1000 euros sur le compte bancaire. Alors que si vous le faites pour ces cabinets-là, en réalité, ça va dépenser leur budget. Pour avoir ces privilèges-là, il va falloir en réalité remplir plusieurs critères. Et là-dessus, Google, il est assez, on va dire, intransigeant. Alors, ce cabinet d'affaires, qu'est-ce qu'il a fait? En 2020, il est allé au charbon quand même. Ils ont créé des articles. Donc, les collaborateurs ont rédigé des articles. Donc, je pense qu'ils étaient ravis de faire ça. Un article par semaine. Donc, en termes de régularité, c'est bien parce que c'est l'une des grandes règles aussi pour Google de faire du contenu régulièrement. 56 articles, et là, on a mis coût 0 euros, mais bon, c'est pas vrai parce que soit on dépense de l'argent, soit on dépense du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, la grande question, c'est est-ce que ça a fonctionné? Effectivement, parce que un des critères essentiels pour avoir le privilège d'apparaître dans les résultats naturels de Google, c'est de créer du contenu. Et donc, régulièrement,
d'en créer beaucoup et d'en créer des très pertinents. L'objectif, c'est de vraiment aider et d'améliorer l'expérience que les gens ont de Google et donc de proposer du contenu qui va vraiment intéresser. Bon, si on vous montre ça, c'est que bien évidemment, il n'y a pas de croissance et pas de retour sur investissement. Donc, il y avait des visites, mais ça ne convertissait pas. Et surtout, créer beaucoup de contenu, c'est bien. Par contre, il faut du contenu qui répond en fait aux critères de l'algo et un contenu en fait aussi qui séduit votre cible. Donc, c'est un peu comme tout, hein. Sans stratégie, c'est comme mettre du sable dans un seau percé, ça ne fonctionne pas. Il faut une vraie stratégie SEO et aussi les collaborateurs en avaient marre de rédiger des articles, donc ils ont externalisé tout ce travail à des rédacteurs juridiques qui ont aussi cette spécialité Google. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place quand on a repris le compte ? On a mis en place un plan d'action. La première étape du plan d'action, c'est un petit peu comme le référencement en réalité payant, c'est de prendre nos petits outils, donc nous l'outil qu'on utilise c'est Ubersuggest, et à partir de là, de taper des mots-clés et d'analyser quel est le niveau, quel est le volume de recherche par mois de ces mots-clés-là, pour savoir s'ils sont intéressants. On va également avoir le fameux coût par clic, donc ça c'est plutôt pour le référencement payant, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le niveau de difficulté, juste ici. Et donc on va pouvoir savoir de cette manière si tel ou tel mot-clé est plus intéressant qu'un autre. Donc exactement comme le référencement payant, ici on fait une analyse, on vient proposer cette liste de mots-clés à l'avocat qui vient nous la confirmer et à ce moment-là, on vient mettre en place un planning éditorial, c'est-à-dire qu'on va déterminer du contenu qu'on va devoir rédiger, puis publier, et ceci de manière régulière. D'accord ? Donc on détermine les mots-clés, et sur ces mots-clés-là, on va créer du contenu afin d'en publier de manière régulière. Deuxième étape, ce contenu-là, en réalité, il ne suffit pas juste de le créer et de le publier. Il va falloir le rendre lisible aux yeux de Google. Et parce que Google, c'est un algorithme. Okay ? Donc qui dit algorithme dit qu'en réalité, il a besoin de savoir quelle est la hiérarchie des informations dans chacun des articles. Ça, c'est ce qui s'appelle le balisage. Vous savez, chaque article de blog, il est conçu un peu de cette manière. Vous avez un titre, des sous-titres, des sous-sous-titres, et ainsi de suite. C'est exactement pareil aux yeux de Google. Il va falloir indiquer une balise H1. La balise H1, elle est plus importante que la balise H2, qui est elle-même plus importante que la balise H3, et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, vous avez compris. L'étape numéro 3, après avoir bien structuré chacun des articles, à l'intérieur des articles, cette fois-ci, on va structurer l'ensemble des articles. Donc là, en gros, on va faire ce qu'on appelle en fait un schéma en arborescence. Donc il y a des articles qui sont plus prioritaires que d'autres parce que tout simplement, ils traitent de mots-clés qui sont plus rentables que d'autres. L'article qui va cibler le mot-clé avocat levée de fonds, il va être plus important que les articles qui parlent, par exemple, des documents à mettre en place, de la méthode de pré-audit à mettre en place pour préparer une levée de fonds, et ainsi de suite. D'accord ? Donc il y a une hiérarchisation et un schéma en arborescence qu'il faut créer sur l'ensemble des articles. Quatrième étape, et je pense que c'est ça également qui a fait la différence, on est passé d'une cadence de 4 articles par mois à carrément 20 articles rédigés et publiés par mois. D'accord ? Donc c'est rédigé, organisé, hiérarchisé, et ainsi de suite, comme je vous l'ai dit juste avant. On a travaillé également les introductions, très important, pour donner envie de lire et indiquer aux personnes qu'elles sont bien sur le bon article, qui vont lui donner les bonnes informations. Ça fait donc un total de 240 articles en l'espace d'un an, pour un budget moyen de 4 000 € par mois, soit 48 000 € sur l'année. D'accord ? Donc ça peut paraître être un budget qui est beaucoup plus important que le référencement payant, mais on va voir qu'au final, en termes de résultats, eh bien, ça peut se valoir. Voici les résultats avant-après. En 2020, on était à 50 clics par mois. Pourquoi 50 ? Parce qu'en réalité, personne ne connaissait, il n'y avait pas de stratégie, c'était les quelques collaborateurs qui allaient sur le site internet, le bouche à oreille qui éventuellement devait fonctionner, mais dans tous les cas, ça ne générait aucun prospect qualifié par mois. 3 ans après la mise en place donc, des articles par l'intermédiaire du cabinet en interne, puis la reprise
par Andy, on arrive à 12 000 clics par mois. Donc c'est vraiment les chiffres de juin. Donc en juin, on a fait 12 000 clics par mois sur le site internet. Donc, en même temps, il y avait énormément voilà, il y a plus de 240 articles en un an, plus les articles déjà rédigés. Et ça nous a donné un total de 49 prospects qualifiés par mois. D'accord ? Et sur ces 49 prospects qualifiés par mois, ils ont réussi à en signer 6. Ils arrivent en moyenne à ouvrir 6 nouveaux dossiers par mois. Alors, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de faire un peu, on va dire, une comparaison. Tu oublies un chiffre important, c'est qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 50% en 2023. Quand même. Ok, j'ai totalement zappé ce truc-là, effectivement. À la base, donc, ça correspondait à 0% de leur chiffre d'affaires, l'acquisition en ligne. Et en 3 ans, ça correspond à 50% du chiffre d'affaires du cabinet par mois. Donc là, on se rend compte vraiment du retour sur investissement réel en l'espace de 3 ans. Ouais. Pour comparer un petit peu, parce qu'on regardait ça tout à l'heure et on trouvait ça super intéressant, le référencement payant, on était donc à 35 prospects qualifiés par mois, donc pour ce cabinet-là, hein, donc en droit des affaires. Donc 35 parce qu'on fait également de la publicité payante pour ce cabinet-là, en plus de l'accompagnement sur le naturel. En payant, on arrive à 35 prospects qualifiés par mois, et ils arrivent à en ouvrir sur ces 35 prospects qualifiés que 2 nouveaux dossiers par mois. À l'inverse du référencement naturel, où on a 49 prospects qualifiés par mois, mais on a 6 nouveaux dossiers de créés par mois. Donc en fait, on se rend compte un petit peu de la différence de qualité entre le référencement naturel et le référencement payant. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que le référencement payant, si demain on arrête de payer, tout s'écroule. On n'a plus de nouveaux leads entrants. Alors que là, avec le référencement naturel, si Andy part et le contrat s'arrête, en réalité, il y aura encore des mois et des mois de prospects qualifiés qui rentreront, et donc 2 nouveaux dossiers qui rentreront par mois. Oui, alors en conclusion, oui, j'aime bien dire ça, le marketing juridique n'est pas une solution magique puisque ça demande quand même de l'investissement en termes de temps ou d'argent. Surtout, j'insiste sur le fait qu'en termes d'acquisition, vous ne vendez pas une paire de chaussures. Donc clairement, il faut mettre le paquet en amont, mais par contre, c'est à l'avocat de convertir, de vendre en fait. C'est pas un joli mot voilà, qu'on n'aime pas utiliser quand on est juriste, mais exactement. L'avantage du référencement, c'est qu'on peut justement calculer le retour réel sur investissement. Il y a d'autres choses qui marchent, le personal branding. Par contre, si vous aimez les chiffres, vous aurez du mal à le calculer. Par contre, si vous aimez les chiffres, le référencement naturel, c'est quand même une belle option. Et payant. Pardon ? Et payant. Oui, et payant, bien sûr. Ah oui, alors ça fait 2 fois qu'on l'a. Ouais. On l'a encore eu cette semaine. Un cabinet qu'on a accompagné, et donc sur du référencement payant. On met en place donc tout ce qu'il faut, toute notre méthode, les pages de vente et ainsi de suite. On ouvre les vannes donc pour diffuser les annonces, donc le référencement payant. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en réalité, ça marche plutôt bien, et tellement bien qu'en réalité, au bout de 2 mois, on est obligé de tout stopper. Alors, pas de chance, en réalité, c'est qu'une des collabs est tombée malade, a déposé un arrêt maladie, et donc le cabinet n'était plus en capacité, d'une part, de décrocher le téléphone, et d'autre part, tout simplement, de prendre de nouveaux dossiers. Donc, ça peut paraître bête, mais c'est un peu ça la différence entre le référencement payant et le référencement naturel. Le référencement payant, à partir du moment où on va ouvrir les vannes, on va avoir des appels. Donc on va avoir potentiellement, ça va prendre, ça prend pas 1 an, ça ne prend pas plusieurs années. En quelques mois, on peut vraiment arriver à une bonne croissance. À l'inverse du référencement naturel, où là, c'est vraiment beaucoup plus linéaire. Il faut voir ça comme une sorte de marathon. Et donc, on a le temps de s'organiser et ainsi de suite. Et surtout qu'on ne vient pas... on ne vient pas payer pour du clic. Donc on a vraiment le temps de savourer et de s'organiser. Dernière chose, donc effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure, le référencement payant va permettre d'avoir des prospects qualifiés, certes, mais c'est une stratégie qui peut
peut fonctionner sur le long terme, bien entendu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par conséquent, étant donné qu'on est sur une intention de recherche qui est instantanée, c'est-à-dire que si je tape avocat divorce, bah, c'est que j'ai tout de suite besoin d'un avocat en divorce. Et donc je tombe sur l'annonce, je vais appeler le cabinet, ça marche plutôt bien, mais la contrepartie, bah, c'est que la personne n'a pas fait de recherche sur le cabinet et que par conséquent, le nombre d'appels qualifiés est moins important que lorsque l'on vient écrire toute une gamme d'articles et que pendant des années, on construit sa notoriété et que les personnes qui viennent sur le site internet, du coup, connaissent déjà toute la vie du cabinet. Pour en savoir plus, donc on a notre site internet dans lequel on a créé l'académie Andy. Dans cette académie, on partage plein de guides sur le référencement Google des cabinets d'avocats pour que vous puissiez le faire par vous-même. Donc vous allez tout simplement sur andy.io et donc ça va venir inclure des guides, des exercices, des petits ateliers. On a également mis des vidéos et ainsi de suite, vraiment pour faciliter la prise en main du référencement, que ce soit naturel ou payant par les cabinets d'avocats.